Bonjour et bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne où on parle des coulisses de la vulgarisation scientifique sur Internet et particulièrement sur YouTube. Mais aujourd'hui, on va être un petit peu plus large que YouTube. En fait, si vous êtes au tout début de vous lancer dans un blog, un podcast, une chaîne YouTube, peu importe, il y a des chances que vous vous posiez la question de la langue. Du moins si vous êtes bilingue évidemment. Et particulièrement pour les personnes qui viennent de la science, comme l'anglais est la langue de la science, il y a énormément de ressources dans cette langue, beaucoup plus qu'en français, et en plus avec un contenu d'une extrême qualité. Cela dit, science ou pas science, l'argument qui est le plus souvent mis en avant pour se poser la question de pourquoi pas le faire en anglais, c'est que l'audience anglophone est plus grosse, donc potentiellement on aurait plus de chances d'avoir un public plus grand. Ce qui est vrai, ce potentiel est là. Alors on fait quoi? On fait nos vidéos, podcasts ou blogs, peu importe, est-ce qu'on les fait en français ou en anglais? Alors je me suis moi aussi posé la question quand j'ai commencé il y a quelques années et je suis très vite arrivée à la conclusion que non, moi je ferai en français. Et je vous donne mes raisons ici et après je compte sur vous pour qu'on discute en commentaire. Okay? Premièrement, et je vous avoue que c'est un peu mon argument principal, s'il y a peu de contenu en français, en tout cas moins qu'en anglais, bah créons-le. On ne peut pas se plaindre d'avoir moins de quantité de contenu scientifique en français quand soi-même on délaisse sa propre langue en fait. Donc il y a une partie de moi qui veut participer à l'amélioration de la quantité, et j'espère de la qualité, du contenu scientifique francophone fiable. J'ai beau massacrer ma langue parfois, même souvent quand je parle, j'y tiens quand même. Et j'aimerais vraiment que ce déséquilibre français-anglais soit moins fort. Ensuite, il y a l'argument du réseau. Quand on débute, si on a besoin d'un truc, c'est de son réseau. Pour faire ses premières vues, pour nous encourager, pour nous faire connaître, pour avoir des critiques, et surtout pour développer l'audience au moins en bouche à oreille dans un premier temps. Et on peut se dire que comme le réseau anglophone est plus grand, forcément on a beaucoup plus d'accès, ça marchera mieux. Mais si c'est pas déjà votre réseau, ça sert à rien en fait qu'il soit plus gros si vous n'avez pas un point de départ au milieu du réseau quoi. Et le mien de premier pas, c'est-à-dire mes premières vues, que ce soit sur YouTube ou mes premières lectures sur mon blog, elles venaient pas tant de ma famille, elles venaient plutôt des membres du Café des Sciences, donc une association francophone de vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques. Et c'est eux mes premières vues, c'était mon réseau, mais si je l'avais fait en anglais, je vais la chercher où, ma première audience? Je n'allais pas l'envoyer à mes collègues anglophones en recherche, surtout que j'étais quand même assez consciente de la qualité de mes premières vidéos. Donc, à qui j'envoie? Si ça avait été en anglais, j'aurais pas su. Autre argument, est-ce que vous êtes vraiment bilingue? Je veux pas être médisante, ok, mais la question est à se poser, hein, ok? Moi, par exemple, I do speak English. Je sais tenir une conversation. I read text in English all day long, mais je suis pas bilingue. Far from it. Écrire un script en anglais, pour moi, peut-être pas pour vous, c'est toujours plus d'efforts qu'en français. Et quand on débute, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit se concentrer dans son texte. On doit se concentrer sur comment avoir une accroche pertinente, la qualité de son message, la clarté de notre texte, etc. Et si on n'a pas la langue à gérer en plus, c'est quand même beaucoup plus facile de progresser. Et si on se tourne dans le cas spécifique du podcast ou de la vidéo, donc dans les cas où il y a du son, encore une fois, je veux pas être mauvaise langue, mais il est comment votre accent? Parce que est-ce que votre accent est aussi bon que vous ne le pensez? En général, je sais, je généralise, un Français qui parle anglais, on l'entend à la première syllabe, c'est pas forcément gênant, mais et puis il y a peut-être des anglophones natifs qui trouveront votre accent sexy pendant 2 minutes, mais je suis pas sûre qu'ils vous suivent très longtemps. Donc est-ce que par exemple, est-ce que vous êtes capable de comprendre aussi facilement le français de Paris, du Nord, de Montréal, du fin fond du Québec, de la campagne suisse profonde ou des îles? La réponse est non, votre oreille n'est pas habituée à autant d'accents différents. Et même chose pour les anglophones. Votre accent sera peut-être compréhensible, mais il réclame quand même plus d'efforts pour le spectateur, et ça joue contre nous, c'est sûr. Sans compter que quand on parle des locuteurs anglais, il y en a beaucoup dont ce n'est pas la première langue aussi. Donc moi, par exemple, je comprends l'anglais, mais quand c'est un accent indien ou chinois, j'y arrive pas à suivre. Et c'est pas de la mauvaise volonté de ma part, mais comme je suis très peu exposée à cet anglais-là, mon oreille n'a pas cette flexibilité. Et tous ces contenus-là, alors qu'ils sont en anglais, sont fermés pour moi. Bref, tout ça pour dire que c'est pas parce que vous parlez anglais que toute l'anglophonie vous comprend. Donc ça réduit un petit peu la grosseur du réseau que l'on pense.
Après, évidemment, il y a des contre-exemples, hein. Vous avez Alex, The French Cooking Guy, qui est un youtubeur français qui a choisi l'anglais pour s'exprimer. Et ça marche très bien, hein, son truc. Bon, on entend aussi qu'il est français, mais c'est pas rédhibitoire, c'est pas un frein absolu, mais c'est à prendre en considération quand même. Après, une autre raison qui est souvent avancée pour justifier d'écrire en anglais, c'est le fait que donc vous êtes peut-être scientifique et que finalement, beaucoup de votre vocabulaire est essentiellement en anglais, puisqu'on l'a dit au début, c'est la langue de la science. Et peut-être même qu'il y a certains mots qui n'ont pas de traduction, qui n'existent qu'en anglais. Et j'ai eu moi-même le même problème, hein, quand je travaillais dans mon doc, je travaillais avec une sorte de câble qu'on utilise dans des chirurgies de la colonne vertébrale, et qui s'appelle un tether. Je suis même pas sur la prononciation en anglais, c'est vous dire, alors que j'ai quand même travaillé beaucoup d'années là-dessus. Mais on n'a pas vraiment d'équivalent en français. Alors on peut trouver des alternatives, on a toujours là. Mais il n'y a rien qui était vraiment parfait pour ça, quoi. Bah, j'ai juste utilisé le mot anglais. Même dans mes textes en français, de toute façon, que ce soit un mot en français ou en anglais, il allait falloir que je définisse le mot parce que c'était inconnu du public. Donc finalement, anglais ou français, dans mon cas, ça changeait pas grand-chose ici, puisque de toute façon, je devais définir un terme qui n'existe pas vraiment. Et puis, encore une fois, de toute façon, puisque vous êtes francophone, vous allez avoir besoin de connaître votre vocabulaire, la traduction de vos mots spécialisés pour répondre aux questions de votre famille, de vos amis, etc. Donc cet argument de c'est plus facile en anglais parce que j'utilise le vocabulaire anglais tous les jours, oui, je vous crois, mais c'est surtout une démonstration de fainéantise. Une autre raison non négligeable, l'anglais, ça fait cool quand même. Cool étant un mot anglais d'ailleurs. Et ça, honnêtement, je l'ai longtemps cru, et il y a une partie de moi qui y croit encore. Mais le français, on peut lui donner une touche cool quand même. Parce que je pense qu'une partie de ce qui rend l'anglais cool, c'est son aspect très direct. On tourne beaucoup moins autour du pot. Tandis qu'en français, ça peut durer des heures, avec des envolées lyriques, juste pour demander de passer le sel. Mais en se forçant à avoir un français plus direct, plus clair, je pense qu'on peut se rapprocher de la coolitude de l'anglais. Qui en soi n'existe pas comme mot, mais peu importe, c'est pas grave. Enfin, je terminerai là-dessus, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, oui, l'anglais, on le choisit à cause de sa taille de l'audience, mais n'oubliez pas que certes, la piscine est plus grande, mais il y a aussi plus de monde dedans. Donc finalement, le réseau anglophone, est-ce qu'il n'est pas autant ou plus saturé que le réseau francophone? J'ai pas la réponse, hein, mais je pense que ça vaut la peine d'y penser. C'est pas parce que la piscine est plus grande qu'il y a plus de place. Donc vous aurez compris mon point de vue, hein. Je pense que quand on est francophone, que c'est notre langue maternelle particulièrement, ben je trouverais ça dommage de l'abandonner au profit du mastodonte qu'est l'anglais. Il y a déjà plein de choses en anglais. Mais je suis ouverte aux contre-arguments, donc allez-y dans les commentaires, je vous lis et j'essaie de vous répondre. Et d'ici là, n'hésitez pas aussi, si jamais ce sujet-là ne vous inspire pas, à poser des questions sur la création sur Internet, sur comment vulgariser. Ce sont des sujets que j'enseigne et que j'aime vraiment partager, donc n'hésitez pas à poser des questions. Moi, c'est vraiment le moteur de Syllabus+. Plus j'ai de questions, plus vous aurez de vidéo. Et puis, vous pouvez poser des questions sur des choses pour lesquelles vous avez déjà les réponses, mais vous voudriez avoir peut-être une vision différente. Bref, on est entre nous, on fait ça un petit peu comme on veut. Allez-y, moi en tout cas, je vous lis, et sinon on se retrouve lundi prochain. Bye.